Bonjour à toutes et à tous, chers amateurs et amatrices de bande dessinée, et bienvenue dans Casabule l'entretien. Aujourd'hui, c'est avec un dessinateur et coloriste que nous avons rendez-vous. Il commence sa carrière en 2004 avec Mythoman, super-héros des rêves, l'histoire d'un jeune homme qui, pour échapper à sa réalité, s'enferme dans un monde imaginaire. S'ensuit une carrière d'illustrateur pour entre autres des jeux, des BD, pour la presse jeunesse, la presse, la communication, les manuels scolaires ou le quotidien La Nouvelle République, et de nombreuses collaborations comme coloriste. Et puis, il y a ses albums jeunesse de la série Les Mômes, la consécration ensuite avec Super. Et il revient ici avec son dernier album, Les Cheveux d'Edith, qui vient de sortir aux éditions d'Argo. J'ai l'honneur d'accueillir ici David. Bonjour David. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Alors la première question que je pose toujours aux dessinateurs et aux auteurs quand je reçois ici, c'est vous êtes ici parce que vous faites une séance de dédicace à la librairie L'Octopus. Qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer votre public ? C'est toujours un plaisir de rencontrer le public parce que voilà, c'est un aboutissement quand même. On a travaillé de longs mois sur un album, un peu dans son coin, et on a quand même hâte de savoir un petit peu quel est le ressenti des lecteurs et des lectrices. Et là, on est content en plus parce que sur ce livre, j'ai vraiment eu des retours très chouettes des gens que j'ai rencontrés jusqu'à présent, qui découvrent le livre et qui parfois l'ont déjà feuilleté, qui me font des retours vraiment. Est-ce que vous avez une longue carrière avant dans le secteur jeunesse, Ouais. on peut dire ça comme ça, et votre public c'était plutôt Oui, des gamins avant? Oui, et en plus là depuis, précédemment j'avais fait Monsieur Apothéose qui était déjà plus adulte, et effectivement il y avait beaucoup de gens qui me découvraient, en fait, qui ne connaissaient pas du tout mon travail de jeunesse, hein. Donc en plus voilà, je rencontre des nouveaux lecteurs. Et sur le public jeune, vous avez eu des réflexions un peu marrantes, des anecdotes qui vous ont fait réfléchir après sur vos albums, sur votre dessin même? Sur le public jeunesse, oui, j'ai fait des tas de rencontres. C'est encore différent parce que Ouais. c'est souvent un public familial. Les enfants, ils sont très spontanés. Donc, oui, non, je sais que par exemple sur les super, comme on les a fait grandir peu à peu, le public, les jeunes ont grandi aussi. Ils ont apprécié aussi de pouvoir suivre la série en même temps qu'eux grandissaient. Donc ça, c'était sympa. Après, oui, enfin, là, il n'y a pas d'anecdotes qui me reviennent en tête de réflexions qu'ils aient pu faire, mais c'est encore différent. Ouais, c'est vraiment, j'ai fait beaucoup aussi de rencontres scolaires, et dans ce cas-là, c'est très sympa aussi Ouais. de voir comment les enfants s'identifient aux héros, forcément. C'est encore différent du public adulte, ouais. Bon, Mais les deux sont vraiment très sympas, quoi, à rencontrer. alors on va revenir à vos débuts. Hmm. David, Oui. le D'où ça W. vient. Alors je sais pourquoi, parce que Oui, oui. voilà, c'est parce que vous êtes allé en Pologne et que Voilà. le V n'existe pas en Voilà, Pologne. c'est ça. Donc le V a été remplacé par le W. Oui, et du coup, en fait, je signais mes dessins. J'ai commencé à publier des dessins là-bas, et je les signais comme ça, parce que je trouvais ça marrant qu'on orthographie mon prénom comme ça. Donc j'ai commencé à signer de cette manière-là. Et c'est devenu, quand je suis rentré en France, je me suis dit, bon, j'ai continué à signer comme ça. Et c'est là qu'on a commencé à m'appeler David. Donc, je trouve ça marrant. Alors moi j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu votre retour d'expérience en Pologne, puisque vous y êtes resté 7-8 ans, c'est ça à peu 7 près? ans, ouais. Ouais. Oui, 7-8 ans, ouais. Alors pourquoi justement? Alors au départ vous alliez faire votre service militaire Ouais, c'est là-bas, ça, ouais. mais pourquoi y être resté aussi longtemps? Ah bah c'est un pays, moi j'y suis arrivé en 93, Ouais. donc j'ai eu cette expérience effectivement enfin j'avais un statut militaire, j'étais prof de français et langue étrangère à des gens qui avaient à peu près mon âge en fait. C'était 93, donc c'était vraiment un pays en pleine mutation, en plein bouleversement, on sentait une ébullition, c'était vraiment très marrant, très excitant, et ça m'a beaucoup plu, ça m'a vraiment dépaysé. Et du coup, j'ai commencé à... Alors, je dessinais toujours un peu là-bas, hein, et j'ai commencé à me lancer professionnellement dans le dessin. On m'a encouragé à le faire, mes proches là-bas, les gens que j'ai rencontrés. Et donc, voilà, j'ai tâtonné un peu, hein, j'ai travaillé dans plein de domaines. J'ai fait un stage même dans un studio de dessin animé là-bas, Ouais. studio un peu historique qui était là-bas, implanté en Pologne, un peu à leur mode ancienne, un peu encore dans l'époque communiste, quoi. Oui. Et puis j'ai commencé à publier des dessins à droite à gauche pour de la com, un peu de pub. Et puis ensuite j'ai travaillé de façon assez régulière avec un hebdo qui avait été créé par des journalistes français qui étaient là-bas, des journalistes de l'AFP, du Monde, Ouais. qui avaient créé un journal d'actualité sur la Pologne pour un public francophone, et puis aussi pour les Polonais qui voulaient, il y avait beaucoup de Polonais francophones.
Donc pour eux, c'était aussi un support pour enrichir leur français. Et donc là-bas, je publiais des dessins pour illustrer des articles. J'ai commencé à faire des strips de BD, des choses comme ça. De fil en aiguille, peu à peu, j'ai fait un peu mon trou là-bas, mais en faisant d'autres choses à côté quand même. Et puis j'ai rencontré 2 Français qui avaient aussi monté un studio graphique, et là je me suis initié à tout ce qui était Photoshop, mise en page, etc. Donc je me suis vraiment formé sur le tas, hein, parce que moi je suis vraiment un pur autodidacte. Ouais. Voilà. Et tout ça, en fait, vous l'avez appris, ouais, vraiment entre Photoshop, entre le dessin et tout ça, c'est toute cette formation-là que vous vous êtes auto-faite en Pologne, du coup. Oui, beaucoup Ouais. là-bas. Alors après, la bande dessinée, je ne sais pas si c'est dans les questions, mais c'est quelque chose moi j'ai commencé ça tout gamin par contre. Ouais. Voilà, je suis vraiment tombé dedans, comme on dit, tout petit, et j'en fais depuis que je suis gamin. On y reviendra à la toute fin de l'interview, justement, j'ai une question là-dessus. Ouais. Alors, retour en France. Après, vous sortez 2 albums chez Carabas dans la collection Les Petits Chats Carrés. C'est des albums sans texte. Le premier avec Michael Roux, Coloriage en 2006. Et le second seul, Le Manche Couleur. Ouais. Là, c'est vraiment le début de l'édition pour vous. Ouais, de l'édition jeunesse, du coup, c'est tous les tout premiers jeunesse, livres. ouais, jeunesse. Alors effectivement, tu en as parlé au début précédemment, j'avais fait un petit format, un petit BD un peu format comics, mythomane, là, qui était plus adulte en fait, hein, mais chez un éditeur associatif. Et ouais, après mes 2 premiers albums vraiment chez jeunesse, c'était chez Carabas. Ouais. Et donc là, oui, j'ai commencé à... C'était mes premiers livres. Ouais. Et puis alors, vous vous faites remarquer en 2014 avec cet album La Belle et la Bête, dans la collection Pouce des éditions Bambou avec Hélène Benet. Ouais. Et puis, en même temps, vous travaillez avec Delphine Cuvel et vous publiez un album jeunesse sans parole de 32 pages aux éditions de La Gouttière, Passe-Passe, le premier livre d'une belle série de 4 albums qui va s'appeler Les Mômes. Le deuxième s'appelait Dessus-dessous, le troisième Pas de deux et À l'unisson pour le 4e. Alors Passe-Passe, c'est un album assez fort quand même pour un livre jeunesse sans images parce qu'on y évoque le thème de la mort. C'est un thème assez rude quand même pour les tout petits. Et c'est fait d'une façon, d'une telle tendresse de la part de vous deux. Comment vous arrivez à mettre autant de tendresse, autant d'émotion dans un thème qui est aussi dur et où les gamins se posent énormément de questions aussi par rapport à ça parce qu'ils ne savent pas vraiment ce que ça représente finalement, la mort. Oui, ça les questionnait beaucoup. J'ai fait beaucoup de rencontres scolaires autour de cet album-là. Effectivement, ils avaient beaucoup d'interrogations. Alors, il y en a qui ont interprété ça comme un tour de magie, tour de passe-passe, justement. Voilà. Bon, mais puis il y a d'autres qui allaient franco, qui disaient bah la mamie elle est morte. Mais voilà. Mais de toute façon, l'idée de ce livre, c'était de traiter de ce sujet-là, mais avec une disparition progressive de la grand-mère, mais de le traiter de façon lumineuse, quoi, hein, que ça reste positif et que voilà, de bien montrer la relation que peuvent avoir des petits enfants avec leurs grands-parents, toutes les expériences qu'ils peuvent avoir, que chacun peut transmettre l'un à l'autre. Donc c'est pour ça, c'est ça qui m'avait plu dans le scénario de Delphine, c'est que c'était vraiment quelque chose de très positif malgré tout. Oui. Et un sujet hyper, c'est vrai, qui a déjà été abordé, mais qui était intéressant forcément. Enfin, c'est ça qui m'avait plu. Et vous avez conscience que ce média finalement de l'album jeunesse, là, c'est sans parole en plus, sert énormément les parents par rapport à leurs enfants quand il arrive à un phénomène comme celui-là, comme la mort d'un proche, que c'est un vrai support. Vous avez eu conscience après que ça c'était un vrai support parce que je veux dire, la tendresse de votre dessin fait que ça fait aborder aussi pour les petits quelque chose de très lumineux, de transformer ça en quelque chose de très lumineux, même s'ils voient la tristesse de leurs parents souvent, parce que c'est la grand-mère, le grand-père qui décède. Oui, si, on n'en est peut-être pas conscience à ce point-là et on s'en est rendu compte aux toutes premières dédicaces justement, où on a des gens qui l'ont vraiment acheté comme un support pour expliquer la mort d'un proche justement dans leur famille, à leurs enfants. C'était drôle parce que c'était vraiment dans les toutes premières rencontres. Après on en a eu moins, mais les premières qu'on a faites, et c'était, je crois que c'était plus ou moins au Festival d'Angoulême en particulier. Et voilà, après il y en a eu moins. Après, c'est un livre, du coup, évidemment, qui fait... Quand on présente maintenant les 4, les gens sont un petit peu « Ouh, bah non, ça, je vais peut-être pas le prendre parce que ça aborde ce sujet. » Mais moi, ça reste mon préféré de la série, quand même. C'est vrai que vous abordez des thèmes qui sont assez forts, quand même, des thèmes sociaux qui sont assez forts, à destination des tout-petits. Les 2 suivants, c'est un peu plus léger. Oui, c'est un peu plus léger, mais... Parce que, justement, on voulait aussi casser un peu faire quelque chose d'un peu plus rigolo, on va dire, avec dessus-dessous.
En fait, Les Mômes, ça devait pas du tout être une série, hein. On avait fait Passe-Passe, ça devait être un one-shot. Et puis c'est en discutant, on s'était bien entendu avec Delphine. Et c'est en discutant, on dit tiens, on repartirait bien sur autre chose. Et voilà. Et c'est en discutant avec elle. Je crois que c'est elle qui m'avait lancé cette histoire de taupe. C'est inspiré de faits réels. Et donc elle dit ah oui, ça peut être marrant et tout. Et puis voilà, le fait de. Du coup, là, on s'était amusé. Je m'étais dit, on va le traiter graphiquement en faisant Oui. ce qu'on voit sous la terre, sous la terre au-dessus et de la terre, simultanément ce qu'on voit en dessous. Ouais. Des très beaux albums jeunesse, et là vous arrivez en bande dessinée avec une collaboration avec Frédéric Maupommé. C'est naissance de la série BD à succès super que j'ai à côté de moi. Comment s'est faite cette rencontre avec Frédéric? Frédéric, ça s'est fait, il publiait, nous on venait de sortir donc Passe-Passe, et lui il publiait déjà en parallèle chez la même maison d'édition de la Gouttière la série Anouki. Oui. Avec Stéphane Sénégas. Donc du coup, tout simplement, on s'est rencontrés lors d'un salon et on a commencé à sympathiser, à discuter ensemble. Et c'est là que, peu de temps après, il m'a proposé le scénario des Super. À ce moment-là, justement, c'était une envie que j'avais, c'est de faire vraiment une aventure un peu au long cours, avec jeunesse, avec de l'action et tout ça, donc ça tombait pile poil. Je vais rappeler le pitch pour nos téléspectateurs, hein. C'est l'histoire de Matt, Lily et Benji, qui sont 3 enfants réfugiés d'une autre planète qui ont été abandonnés sur Terre par leurs parents. Ils sont dotés de super pouvoirs, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, donc il faut qu'ils aillent à l'école, mais il faut qu'ils se fassent à manger, tout ça. En fait, ce que vous montrez dans Super, c'est pas forcément le côté super pouvoir, c'est le côté vie sociale qui est le plus important dans ouais, c'est ça, c'est vraiment le thème d'une fratrie, déjà, les relations dans la fratrie, et puis aussi comment ils vont s'intégrer dans le monde dans lequel ils vivent, donc un monde qui leur est étranger a priori. Et comment, oui, c'est ça, c'est une histoire d'intégration aussi. Oui, il y a beaucoup ce thème qui revient sur la différence. Oui, voilà, qui viennent d'ailleurs, comment ils se font accepter, etc. Et puis derrière, oui, il y a le côté, après oui, super-héros, ils ont des super-pouvoirs. Donc évidemment, les gamins, je pense, s'identifient beaucoup parce que des gamins, voilà. Ils rêvent tous d'avoir des super pouvoirs. Ils sont tous seuls, ils n'ont pas les parents, ils font ce qu'ils veulent, et puis ils ont envie de se servir de leur pouvoir, évidemment. Donc du coup, c'était super marrant à traiter, quoi, et à faire et à dessiner. Oui, mais ce qui est intelligent aussi à dessiner et à faire là-dessus, c'est montrer l'envers du fait de ne pas avoir de parents. Parce que c'est vrai que les gamins, on n'a pas de parents, on fait ce qu'on veut. Oui, mais par contre, en revanche, c'est pas si drôle que ça de ne pas avoir les parents avec soi. Non. Ah bah non, il leur arrive des tas de mésaventures pas très drôles. Hein. Ouais. Alors vous avez un dessin tendre, moi je trouve vraiment depuis toujours, il y a une tendresse, il y a une douceur, il y a une luminosité dans votre dessin. Ça vous vient d'où justement, ce dessin semi-réaliste comme ça que vous dessinez? Je mets pas mal de moi-même, hein. J'espère que je dois être quelqu'un de très tendre. Non, mais oui, je pense que c'est ça. Après, moi, je travaille beaucoup, comme font beaucoup d'auteurs, hein, je pense, des autrices. Je me mets vraiment aussi à la place de mes personnages, hein, donc il y a un travail d'acteur, en fait. Oui. C'est vrai que souvent, je travaille sur des histoires aussi où il y a une certaine tendresse à chaque fois, hein. C'est ça qui m'intéresse pas mal dans la bande dessinée. Je suppose que inconsciemment je choisis mes scénarios par rapport à ça aussi. Alors pourquoi justement la tendresse ça vous attire? Je sais pas, j'aime bien faire une bande dessinée vraiment brute, un western. Non, mais c'est vrai que oui, non, en fait c'est pas trop mes références ou mes personnages, voilà. Moi les super-héros typiquement par exemple, c'est pas quand j'étais gamin, j'aimais les super-héros, mais c'était pas tellement ma lecture, et les mecs super balèzes et tout qui se castagnent, ça a jamais été trop mon truc par contre. Bon, voilà, je suis pas quelqu'un de c'est pas quelque chose qui fait trop rêver. Donc, par contre, oui, j'aime bien les personnages un peu les anti-héros, un peu fragiles, ou qui vont en prendre un peu plein la tête. Donc, je pense que c'est pour ça. Et du coup, ça se retranscrit après au niveau de mon dessin. J'aime bien effectivement mettre en scène ce genre de personnages. Ouais. Et avec le cycle 2, justement, votre dessin a évolué aussi. Oui. Les personnages sont un peu plus anguleux, ils ont moins des bouilles en fait, parce qu'ils ont grandi aussi avec le cycle 2. Et puis le cycle 2, sur son scénario, à Frédéric Maupommé, c'est un peu plus rude quand même. Là, c'est plus sombre, c'est plus sombre, plus ado, adulte, un peu dystopique. C'était un parti pris qu'on a décidé de prendre à la fin du cycle 1. Il ne devait pas y avoir de cycle 2 à l'a priori. Oui. Puis bon, c'est vrai, justement, on s'attache à nos personnages et on s'était dit, oui, on aimerait bien continuer avec eux, continuer l'aventure. Et donc, on avait décidé de faire un petit bond temporel. Et du coup, oui, effectivement. Et puis moi j'avais envie d'aller vers un dessin aussi un peu plus adulte. Ça s'est fait progressivement.
peut-être que dans le cycle 2, il y a un peu moins on ressent un peu moins de douceur aussi, Oui. sans doute, hein, j'imagine. Oui, mais c'est le scénario qui veut ça Ouais, c'est aussi. le Mais scénario qui veut ça. Après, je pense que malgré tout, on a gardé les personnages tels qu'ils sont, leur oui. caractère, Ah oui. voilà, leur relation, la relation qu'ils ont entre eux aussi. On s'y retrouve. J'ai demandé d'ailleurs à des enfants quand ils prennent le cycle 2 et eux, ils sont pas. Voilà, pour eux, il n'y a pas une cassure non plus de ce point de vue-là. Ils retrouvent leur personnage du cycle 1. Et puis même sur le cycle 1 où on les sentait beaucoup plus soudés, c'est super entre eux. Dans le cycle 2, Benji un peu disparu. Ouais, Dans on le va rien dire. cycle 2, Ouais. voilà. Mais c'est vrai que l'antagonisme qu'il y a entre Matt et Lily. Bah, ils se viennent des ados, Oui. ils se prêchent, ils commencent à un petit peu prendre chacun leur route et pas faire forcément les mêmes choix, tout en restant malgré tout finalement dans la même optique. Enfin, donc c'est ça qui était intéressant aussi à traiter. On s'était dit, avec ce livre, c'est ceci qu'on s'était dit, on va essayer d'un petit peu de pas être manichéen et d'expliquer un peu le monde tel qu'il est, dans sa complexité. Oui. C'était ça aussi l'axe de travail. Et que voilà, Et de montrer par l'intermédiaire de vos personnages différents points de vue qu'ils peuvent avoir sur des choix forts qu'il faut faire aussi. Et sur cette appétence qu'on a à vouloir changer le monde quand on est adolescent. Enfin voilà, l'avenir est devant nous. Ouais, c'était ça. Hein. Ouais. Et voilà, que tout n'est pas blanc ni noir et que finalement, voilà, tout est un peu. Il y a pas vraiment. C'est comme dans le 1, il n'y a pas vraiment de méchants en fait. Hein. Enfin, oui. Voilà, il y a des gens qui sont un petit peu malveillants, mais c'est pas. Voilà. Alors on en vient. Là, on passait à l'adolescence, pas que le cycle 2 de Super, mais on en vient enfin à de la bande dessinée entre guillemets plus pour adultes, avec Monsieur Apothéose, avec Julien Fray, aux éditions Vent Ouest. Une excellente comédie noire ayant pour cadre la France profonde. Monsieur Apothéose, poursuivi, pense-t-il, par la guigne de son nom, en fait, c'est ça qui est drôle, rencontre Antoine Pépin, célèbre auteur de Mieux vivre avec les autres et avec soi-même, un ouvrage de développement personnel. Et donc, c'est nous une relation entre les deux assez rigolote en plus, mais on sent ces deux personnages-là, finalement presque des personnages incapables de devenir adultes. Ce sont encore des grands ados, c'est des adolescents finalement, malgré que Antoine Pépin a déjà un certain âge aussi. Oui, il a un certain âge. Ouais. Après, c'est vrai que je pense que dans le scénario de Julien, à la base, Théo Apothéose, il le voyait, je pense, un peu plus âgé. C'est moi qu'on a fait un espèce d'ado un peu attardé finalement. Un trentenaire, un peu paumé. Ouais. C'est assez drôle, et puis votre dessin a encore évolué, vous avez encore un peu changé le style de dessin par rapport à là j'ai un peu testé Bah oui, je me suis dit autant tester autre chose. Puis c'était une histoire qui permettait d'être assez libre aussi au niveau comment il n'y a pas trop de personnages, c'est des lieux plus ou moins imaginaires. Enfin, voilà, je ne devais pas me baser sur de la documentation, c'était pas hyper rigide. Donc c'était vraiment marrant à dessiner. Ouais, c'est là que j'ai changé un peu au niveau de l'ancrage, la couleur aussi, hein, c'est un peu plus... Comment vous imaginez vos personnages justement, la tête qu'ils peuvent avoir, le visage qu'ils peuvent avoir ça... Je fais des recherches, après comme je disais, je me mets à leur place et puis je commence à imaginer comment ils pourraient être par rapport à... en lisant les différentes scènes, comment je l'imagine, comment je le vois. Forcément, des fois, on s'identifie à eux aussi, nous-mêmes. Donc, sans doute que des fois, on me dit que le héros Matt qui me ressemble, enfin physiquement. Oui. Et donc, je fais ça. Pour l'autre, pour Pépin, je sais que Julien m'avait donné comme référence Édouard Baird, le comédien. Donc, je suis peut-être parti un peu sur ça. Ce côté un peu foutraque. Hein, J'étais parti un peu sur ça. Et puis voilà, après, c'est en faisant des croquis, plusieurs croquis, qu'on arrive plus ou moins à trouver le bon truc. Et les échanges entre l'auteur et vous, dessinateur, ça se fait très régulièrement? Vous présentez vos planches? Il y a vraiment des échanges suivant les auteurs? Ça fonctionne toujours un peu de la même façon avec vous ou pas du tout? Là où je travaille le plus souvent avec les scénaristes, c'est au moment de l'étape du storyboard en fait. Ouais. Parce que aussi bien Frédéric que Julien, là, ils avaient écrit, ils écrivaient ce qu'on appelle une continuité dialoguée, donc il y avait vraiment les dialogues et moi je devais faire vraiment la mise en scène, le storyboard et tout ça. Donc moi je travaillais sur ça et suite à ça je leur soumets à chaque fois, je leur soumettais le story et puis on faisait éventuellement des réajustements.
Et ensuite avec l'éditrice, évidemment. Vous pourriez travailler avec des auteurs qui vous imposent un peu un storyboard ou quelque chose comme ça, ou vous préférez vraiment être libre par rapport au scénario, au dialogue, et proposer vraiment des cadres, des échelles, une façon de faire? J'avais tendance à dire plutôt non, parce que Ouais. jusqu'à présent j'avais vraiment fait tout, c'est plutôt moi qui faisais vraiment toujours la mise en scène entièrement. Et pareil avec Delphine, hein, d'ailleurs. Delphine, elle m'écrit même un texte littéraire, en fait. Donc, Oui. j'ai même pas de... Voilà, puisqu'il n'y a pas de texte, de toute façon, il n'y a pas de dialogue. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Mais il se trouve qu'avec les cheveux d'Édith, là, par contre, Catherine et Fabienne, donc, qui ont écrit à quatre mains, on en parlera peut-être après, mais... Ah ben on va en parler Genre, maintenant, voilà. j'allais dire, et puis il y a cet Bah, album qui vient de sortir, ouais. Les cheveux d'Édith aux éditions d'Argo, Et- avec Fabienne Blanchu et Catherine Locandreau. Je vais juste faire le pitch pour nos téléspectateurs. Printemps 1945, juché sur sa bicyclette, Louis, jeune lycéen prometteur, parcourt Paris, libéré depuis peu, passant de ses révisions pour le baccalauréat à son travail au cinéma Pax, jusqu'à ce jour du 22 mai où il aperçoit le visage d'une jeune fille, assise dans un des nombreux bus qui se rendent à l'hôtel Lutetia, où transitent les rescapés des camps de concentration nazis. Et les 12 jours qui vont suivre vont changer sa vie parce qu'il rencontre Edith, justement. Un album tellement beau, tellement dur en même temps. Et là, vous travaillez avec une paire d'autrices, en fait. Oui, oui. Et alors, comment ça se passe? Pour revenir à ce qu'on disait sur le storyboard, là, Ouais. justement, Catherine et Fabienne, donc elles écrivent à quatre mains et elles m'ont vraiment fourni un découpage assez précis, quoi, case par case, avec tel plan, ceci, cela, page, temps, enfin voilà, alors que voilà, les super ou apothéoses, c'est moi qui décide de couper à tel endroit chaque page. Mais en fait, ça m'a pas dérangé du tout, parce que déjà, c'était vraiment bien fait. Elles ont vraiment une vision cinématographique Ouais. et enfin, elles avaient vraiment fait une bonne mise en scène. Après, moi, des fois, j'ai rajouté une case, j'en ai enlevé, enfin voilà, j'ai fait quelques petits aménagements. Mais globalement, ça m'a pas dérangé, en fait. Évidemment, ça allège un peu le travail, hein, parce que du coup, je faisais quand même un story vite fait pour voir comment ça tenait à peu près. Ouais. Et ce qui était marrant aussi, c'est qu'elles m'ont dit, comme elles travaillent à deux, du coup, genre, elle m'avait dit, est-ce qu'on ne sait pas trop ce qu'on nous fournit? Je me dis, non, non, c'est très bien, continuez comme ça. Non, et en plus elles m'ont dit, ce qui est marrant, c'est que comme elles sont deux, bah, elles jouaient les scènes entre elles. Entre elles. Ouais, ouais, pour voir ce que ça, au niveau dialogue et tout ce que ça donnait. Donc c'était vraiment bien fait. Alors, vraiment, Là, on est vraiment dans un univers totalement différent, parce que même Monsieur Apothéose, c'est un peu un univers onirique, cette rencontre, voilà, même s'il y a cette jeune fille dans Monsieur Apothéose, dont Monsieur Apothéose était très Oui, oui, amoureux, c'est qui veut vraiment, rencontrer, qui a une importance, mais c'est le dialogue plutôt entre les deux personnages principaux qui est là et qui fait tout le sel de l'album. Là, on est sur du réalisme quand même. On est sur quelque chose qui est très ancré dans la réalité, ouais, avec finalement. Ouais, et c'est totalement différent de ce que vous aviez fait auparavant. Et comment vous avez décidé de faire cet album ensemble, finalement? Bah, c'est marrant, mais en fait, à chaque fois, elles avaient lu toutes les deux Monsieur Apothéose, elles avaient beaucoup aimé, Ouais. en fait, ainsi que l'éditrice de chez Dargaud, avec qui on a travaillé. Et donc, c'est elles qui m'ont contacté. Elles avaient écrit le scénario des cheveux d'Edith et elles se sont dit, ah bah, le dessin de David, ça serait super que ça collerait vraiment pour cette histoire. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, en fait, la rencontre. Juste très simplement. Ouais, en fait. ouais, c'est marrant. Voilà. Et Parce monsieur, qu'il y a la petite histoire, cette histoire, c'est une histoire d'amour, hein, on peut le dire, qui est belle à en pleurer, et puis il y a la grande histoire avec un grand H en majuscule, une histoire horrible, celle des survivants, encore indicibles à l'époque, qui se rejoignent pour former un récit qui suspend le temps. Votre dessin, qui est vraiment, encore une fois, tout en douceur et en délicatesse, je trouve qu'il distille la tendresse ou l'effroi sans excès. Et c'est très difficile à faire, ça, je trouve. moi, c'était vraiment un sujet qui m'intéressait, une époque à traiter, une époque qui m'intéresse pour des tas de raisons. Parce que dans cet album, il y a aussi le père de Louis qui Ouais. a un rôle bien spécifique aussi par rapport à ce qu'il a pu faire pendant la guerre. Donc il y a tous ces sentiments-là qui se mêlent. Ouais, ouais, elles ont vraiment bien réussi Ouais. à retranscrire toute cette période d'après-guerre, qui est une espèce de période un peu, des temps un peu flou, un peu vague, où voilà, chacun essaie de se reconstruire. Enfin voilà, tout le monde a vécu des épisodes tragiques quand même. Et donc elles ont réussi à travers plein de personnages. Il y a le prof aussi, le prof de Louis qui Oui. était résistant. Enfin,
Voilà, c'était... C'est important pour vous d'avoir encore cette transmission, comme vous pouvez faire de la transmission par rapport au livre jeunesse que vous avez fait avec les enfants, cette transmission-là pour faire comprendre encore aux jeunes générations et à nos générations, parce que la guerre c'était il y a presque 80 ans maintenant, donc de continuer à distiller ça pour faire en sorte que ça ne recommence jamais. Oui, en plus c'est un livre, une histoire qui avait vraiment un sens pour moi. Et le côté transmission est hyper important. Et puis de toute façon, vu ce qui se passe aujourd'hui, on se dit que c'est vraiment nécessaire. Non, c'est vraiment une histoire qui m'a touché, qui était importante pour moi à faire. C'est quelque chose que... Alors pourquoi importante pour vous ? En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai un grand-père en fait, qui est décédé, qui était résistant, qui a été arrêté très jeune en 1941 et qui a été déporté et qui est mort en fait en déportation au moment des marches de la mort qui sont évoquées dans les Cheveux d'Édith aussi. Et donc ça faisait longtemps que je me disais, j'ai pas tellement d'éléments sur cette histoire, puisqu'il est mort en 1945. Et j'avais fait un peu de recherche et je m'étais dit un jour j'aimerais bien témoigner de ça, peut-être en bande dessinée, le raconter, tout ça. Donc ça tombait à pic, c'était l'occasion de aussi lui rendre hommage à travers ce livre. Ouais, c'était un vœu que vous aviez vous et le destin a fait que c'était vraiment, ça s'est réalisé. Comme on a dit avec Fabienne et Catherine, c'était vraiment un alignement des planètes à ce moment-là. Et je dis il y a un moment on se dit voilà. Alors sur quel type de scénario vous voudriez dessiner à l'avenir du coup ? Qu'est-ce que vous avez en tête Alors déjà, de toute façon, des tas de choses, mais j'ai discuté hier avec... J'étais à notre librairie hier justement, je discutais avec un lecteur et j'ai dit il montrait un polar. J'ai dit tiens, un polar, c'est un truc que j'aimerais bien faire, mais vraiment un vrai polar. Ah ouais ? Ouais, pourquoi pas. J'aimerais bien. Alors un polar comment ? Un polar plutôt d'action ou un polar plutôt ambiance poisseuse ou un polar à la Sherlock Holmes ? Poisseuse. Ouais. Un truc comme ça, je sais pas trop. Mais bon, vous en avez marre de dessiner des trucs tendres, des choses comme ça ? Vous avez envie de justement de prendre complètement le contre-pied. Un polar tendre et poisseux. Tendre et poisseux. Non, vous avez envie de prendre le contre-pied, justement, j'aime bien, de distiller des ambiances un peu noires, comme ça. Ouais. J'aimerais bien essayer de faire un jour faire du noir et blanc, vraiment, par exemple. Ouais, pur noir et blanc. C'est un truc qui m'intenterait. En fait, j'aimerais bien essayer plein de choses, c'est pour ça. Donc, du coup... Alors après, dans l'immédiat, là, je vais faire... j'ai déjà des choses prévues, donc, qui me motivent beaucoup aussi, toujours... avec Catherine et Fabienne, justement, on va faire un autre livre. Alors qui va porter sur quoi ? Qui sera tendre aussi. Qui sera tendre, mais... plutôt tendre. Enfin, mais vraiment bien aussi. J'en dis pas trop parce que ce sera une tétralogie en fait. Il y aura à chaque fois un dessinateur différent. D'accord. Et le premier tome sortira normalement en 2026 et sera dessiné par Thomas Campi. Oui. Et moi, je ferai le second. Enfin, le deuxième, pardon. Puisqu'il y en aura 4. On peut savoir sur quoi cette tétralogie C'est très inspiré de leur vie à elles personnelle. D'accord. Fait. Voilà, et ça se passe sur différentes décennies. Moi, c'est plutôt dans les années 90. Donc ça va être marrant aussi. C'est aussi un challenge de se replonger aussi dans ces années-là, puisque c'est aussi des années où j'avais à peu près le même âge qu'elles. Donc voilà, ça va être intéressant. Et puis après, j'ai d'autres projets. Bon, là, dans l'immédiat, je fais le dernier super. Oui. Voilà. Donc là, je retrouve mon univers familier, on va dire, un peu, que je retrouve toujours avec plaisir. Alors, j'ai une double question maintenant. La première, c'est est-ce qu'il y a des auteurs de bande dessinée pour lesquels vous voudriez dessiner ? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un auteur de bande dessinée qui s'appelle David, avec lequel vous voudriez dessiner, pour lequel vous voudriez dessiner ? Oui, alors ça voilà. ça fait vachement longtemps que tout le temps je note des trucs, j'ai des ébauches de scénarios qui sont plus ou moins aboutis. Oui. Donc oui, ça serait vraiment un de mes souhaits d'arriver à concrétiser ça, de faire vraiment un album de A à Z entièrement. Pour retrouver le plaisir c'est aussi un des intérêts de la BD, c'est vraiment de pouvoir tout faire du début à la fin. Et c'est ce que je faisais moi quand j'étais gamin en plus. Donc une bande dessinée sur des canards cow-boys un petit peu ou pas du tout ? Pourquoi pas ? Ça pourrait être drôle, avec des reproductions de mes anciennes BD. Enfin bon, une espèce de mise en Je dis ça pour les téléspectateurs parce que c'est quelque chose que vous dessiniez quand vous étiez en CE1. Ah oui, vous êtes alors, venu vraiment, très tôt à la bande dessinée. Le dessin, ça vous a toujours attiré. Et vous commenciez à dessiner des bandes dessinées avec des canards, des cow-boys, des choses un peu différentes. Et même jusqu'au lycée, vous faisiez des petits fanzines. Ah non, au lycée, je n'étais plus au canard cow-boy. Ouais, non, vous étiez plus au canard
cow-boy, mais vous faisiez des petits fanzines, des choses quand même. Vous dessiniez lycée, pour vos amis, ouais, ouais. pour... Non, c'était beaucoup pour moi. Alors Pour je vous montrais à mon entourage, oui, Ouais. des fois. Au lycée, non, c'était plus, j'étais plus parti justement sur des enquêtes, des trucs comme ça, des enquêtes policières. D'accord. Et j'avais réussi, je me souviens, à faire un 46 pages entier, colorisé, tout ça, relié. Voilà. J'avais réussi à faire ça. Et non, les Canards Cowboys, ouais, c'était vraiment ça, c'était en primaire. Ouais. Oui. Ouais. Oui. J'ai fait plusieurs C'est pour ça. albums aussi. Mais je faisais des albums. Alors en CE1, c'était Cahiers de brouillon avec des trucs, des petits gribouillis, petites histoires hein, déjà, des petites BD. Et donc à l'heure actuelle, sur quelle idée de scénario voudriez sortir? Là, alors j'ai des trucs plus ou moins avancés. J'en ai un où j'ai vraiment fait quasiment tout le story, mais il faut que je retravaille encore dessus. Je reprends mon personnage que j'avais utilisé dans ma première BD produite, là, le petit super-héros. Sauf que Ouais. là, c'est pas un super-héros, hein, c'est juste que c'est le même personnage physiquement. Avec ce petit personnage mythomane, ouais. Que Ouais, vous alors c'est aviez- pas du tout mythomage, je l'ai Ouais. renommé autrement, je lui ai mis un alter ego, il y a un petit chien, tout ça. Enfin bon, c'est un personnage un peu lunaire aussi. Oui. Enfin, voilà, c'est vrai que j'affectionne bien ce genre de personnage. Et puis ça, c'est vraiment un personnage que je traîne depuis très très longtemps. Hein. Déjà à l'époque en Pologne, c'est là-bas que je l'avais inventé, je crois. Enfin, je crois pas, je suis sûr. Donc, Vous êtes rêveur comme ce personnage-là, oui, David, oui. vous êtes énormément Il rêveur. me ressemble pas mal, je pense. Ouais. En vrai. Ouais. Je pense que c'est vraiment moi, ce personnage. Même si physiquement, par contre, il me ressemble pas du tout. Mais oui, c'est vraiment. Mais vous êtes rêveur pourquoi alors? Pour fuir la réalité du monde ou parce que Non, je pense aller pas. rêver dans des histoires différentes comme ça? Parce que c'est Ouais, vrai que ce non, personnage, c'est ça au départ quand vous l'aviez écrit, il se réfugiait dans son imaginaire pour Oui, fuir un peu enfin, oui. sa réalité. Oui, il y a de ça, c'est sûr. Oui. Oui, il y a un peu de ça. Ah bah, je suis un peu, oui, enfin, comme on dit, hein, je vis un peu dans mes bandes dessinées, c'est sûr, hein, dans mon monde. Malgré tout, quand même. Après, je reste très connecté au monde actuel, hein, qui m'intéresse et que je suis l'actualité et tout ça. Mais C'est un échappatoire? oui, sans doute. Oui. Ouais. Enfin, je sais pas, mais je pense que quand on fait de la BD, il y a ce côté-là quand même. Hein. On se réfugie dans nos histoires, dans nos cases, nos personnages. Et quand on dessine, on est vraiment un peu hors du temps. Hein. On sent plus trop le temps qui passe et tout ça. Enfin, C'est comme faire du théâtre, dessiner pour vous, David? alors, j'ai pas d'expérience de théâtre, Non, c'est quelque chose. vous voyez ce que Oui, je veux oui, dire, je vois c'est-à-dire ça. vous parlez souvent là, je Oui, me oui, mets à la oui. place du personnage. Ah oui, ça, Ça vous oui. permet de vivre vous d'autres vies. C'est un comédien, c'est ça. Un comédien, il a 1000 Ah vies bah oui, finalement. oui. C'est Ouais, ce ouais. qui- c'est Ah l'attrait oui, de la oui. comédie, d'être comédien, c'est de pouvoir justement changer de personnage et de vivre autre Ah ouais. chose. Oui, c'est ça, ouais, complètement. Et puis en fait, il y a un côté comme quand on était gamin, en fait, quand on jouait avec ces petits personnages, hein, Oui. ces petits Playmobil ou ces Lego et tout ça. C'est pareil, là, on s'amuse avec notre galerie de notre monde et puis on le met en scène et puis on fait notre histoire. Alors là, c'est des histoires souvent de scénaristes avec qui je travaille, mais Oui. bah, c'est comme si c'était mes partenaires de jeu, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est des copains qui. Ouais, donc ouais. oui, c'est vraiment ça. Hein. Ouais, non, ça c'est clair. Et donc j'en reviens justement à la première question. Il y a un Ouais. scénariste avec lequel, un ou plusieurs scénaristes avec lequel, dont vous admirez le travail, avec lequel vous aimeriez travailler. Alors il y a une scénariste, malheureusement, on a eu une expérience un peu malheureuse parce que ça n'a pas abouti, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Magena Sova, qui est Oui. scénariste entre autres de la série Marzi, qui a adapté aussi Petit Pays, dont j'aime beaucoup la façon d'écrire. Ouais. Vraiment, si un jour, bon, peut-être que ça se fera un jour, quoi, on retravaillera ensemble. Voilà, il y a elle. Après, déjà, de toute façon, j'ai la chance voilà, avec Fabienne et Catherine, j'ai vraiment envie de continuer. Frédéric aussi, donc Oui. ça c'est le cas, ça va continuer. Je sais que j'ai des sollicitations d'autres scénaristes. J'ai rencontré il y a quelques temps maintenant Philippe Pelaesque, avec qui, parce que c'est ça aussi, c'est une rencontre. Oui. C'est des gens avec qui on. Oui, c'est ça, c'est Tom Cruise, c'est on des s'entend affects bien. aussi, Ouais, oui, ouais, bien sûr. ouais. Ouais. Donc peut-être avec qui je travaillerai. Qui a des univers, qui travaille sur plein d'univers différents en plus, qui a vraiment et avec qui je sais que y a des scénaristes qui font ça où on leur propose quelque chose. Moi, je serais peut-être dans la démarche de proposer du coup sur quoi je voudrais travailler, mais pas Oui. par exemple le polar, mais pas seulement ça, mais donner déjà des choses, des pistes. Donc lui, c'est ce qui l'intéresserait aussi. C'est qu'on le lance il aime bien qu'on le lance sur quelque chose et puis c'est aussi être mon propre scénariste. Ouais. Oui. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais arriver à aboutir. Donc il y a voilà, j'ai plusieurs ébauches, j'écris toujours des trucs
à droite, à gauche, et c'est plus ou moins abouti. Alors on va parler des autres arts, David, si vous voulez bien. Qu'est-ce que vous aimez dans le cinéma? Parce que la bande dessinée, c'est du cinéma, en fait, de toute façon. Il y a toujours cet aspect de cadrage, de représentation de cases. C'est le début du cinéma, la bande dessinée. Alors qu'est-ce que vous aimez comme style de cinéma? Qui vous aimez en réalisateur? Qu'est-ce que vous aimez comme film dans le cinéma? J'adorais les films de Kubrick, entre autres, par exemple. Ouais. Les films de... Parce que par exemple, Kubrick, c'est un style très affirmé de cinéma. Il peut avoir fait des films très différents, mais un Kubrick, c'est un Kubrick, quoi. C'est toujours moi je trouve. Enfin, quelque je chose crois qu'il y en a quand même pas, de mais... nouveau, et en même temps, ça, on le reconnaît à sa patte. Ouais, c'est ça, j'aime bien. Il a abordé des choses toujours très différentes. Oui. Et il a une mise en image. Enfin, on sent que c'est hyper soigné, quoi, qu'il n'y a rien n'est laissé au hasard. Hein. Donc, voilà. Après, moi, je sais pas, j'ai beaucoup aimé des films comme Il était une fois en Il était une fois en Amérique. Il n'y en a pas tant que ça, des films comme ça, où on suit des personnages assez longtemps. Enfin, voilà. Après... Et pour dévier, alors sur de la série télévisée, maintenant, parce que certaines séries, c'est du cinéma aussi. Vous en regardez, vous en suivez ou pas j'en ai regardé pas mal. Mais je ne suis pas un sérivore, comme on dit, non plus. Hein, mais j'aimais bien, justement, dans le genre polar, les séries scandinaves. Oui. Voilà. Oui, qui sont souvent diffusées sur Arte. Hein, donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Il y a toujours cet univers un peu sombre, un peu froid, justement. Dans le genre polar, voilà. Ce genre de polar. On revient sur ce genre de polar. J'aimais bien ce genre de choses. Mais après, j'en ai vu pas mal quand même. Mine de rien, des séries. J'avais adoré Mad Men, par exemple. Ouais. Et sur de la littérature, vous lisez, David? Oui. Ça j'alterne. Hein. Des fois, je suis plus dans la BD. J'ai la chance d'avoir une super médiathèque près de chez moi où il y a toujours plein de BD, où j'en emprunte souvent. Donc des fois, je lis plein de BD. Puis après, il y a un peu une envie de revenir à des romans ou des livres. Des livres, même des essais parfois. Mais... Donc oui, là... Le dernier livre qui vous a marqué? Les derniers livres qui m'ont marqué. Ouais. Ah oui, si, je sais. C'est marrant parce que ça revient dans le même thème que un peu Edith. C'était un livre de Lola Lafont. C'est un des livres dans la série où un auteur, en l'occurrence une autrice, va s'enfermer pendant 24 heures dans un musée. D'accord. Et donc là, elle va dans le musée d'Anne Frank. Ouais. Et donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, quoi. Vraiment, ça m'a... Ouais. Parce que c'est vrai que j'en lis quand même régulièrement des bouquins et voilà. Il y en a qui marquent plus que d'autres. Il y en a qui marquent plus, oui, évidemment. D'autres moyennement, qu'on oublie vite. Et celui-là, je l'ai vraiment trouvé excellent. D'accord. En tout cas, on a hâte de découvrir vos prochaines créations. Pour l'instant, vous pouvez découvrir celui-ci, Les Cheveux d'Edith, avec Fabienne Blanchu et Catherine Locandro, un album vraiment superbe sur justement ces rescapés qui revenaient des camps et qui étaient accueillis à l'hôtel Lutetia. Une belle histoire d'amour entre deux jeunes, mais pas que, c'est à lire absolument. Merci beaucoup, David, d'avoir répondu à cet entretien. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Il est maintenant temps d'éteindre votre télévision et de lire de la bande dessinée. Salut à tous et à une prochaine fois pour un nouveau Casabule l'entretien.